Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire placementdirect.fr, un webinaire consacré à vos questions-réponses à 100%. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ce type de format, mais c'est quelque chose qui est très demandé chez placementdirect.fr, donc on est ravis de le refaire. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous représenter Natesh Dina, responsable commercial chez placementdirect.fr. Bonjour Natesh. Bonjour Henri, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes ensemble pendant, allez, peut-être 30 minutes, un petit peu plus si on est bavard. On a sélectionné, vous avez été toujours très nombreux à nous poser des questions. On a sélectionné une douzaine de questions qu'on va se partager avec Natesh. On n'a pas pu sélectionner toutes les questions. On a essayé de les regrouper. On a eu beaucoup de questions sur l'épargne retraite, sur le PER. On a essayé de regrouper les questions par partie dans la présentation. Voilà, ce qui n'aura pas pu être traité, n'hésitez pas pendant cette présentation à nous poser des questions en parallèle ou à réagir à ce que l'on peut dire. Et ce qui n'a pas été ou ce qui n'aura pas pu être traité aujourd'hui, écoutez, on reviendra vers vous dans les prochains jours sans faute par mail ou on vous passera un coup de téléphone avec plaisir. Allez, on peut débuter cette présentation questions-réponses donc avec une question de Pascal. Pour vous, Natacha, une question de Pascal qui demande s'il est possible d'ouvrir un PER en étant retraité et de bénéficier des avantages fiscaux du PER. Alors bonjour Pascal. Tout d'abord Pascal, sachez que la réglementation ne prévoit pas de frein, de limite d'âge pour adhérer à un PER, y compris pour y faire des versements. Toutefois, certains contrats prévoient des limites contractuelles. Par exemple, chez placementdirect.fr, le contrat assuré par l'UMR, notre contrat placement direct retraite ISR, prévoit une limite d'âge à 70 ans si vous êtes déjà retraité et à 75 ans si vous êtes toujours en activité. Et notre PER, donc assuré par Swiss Life, lui, ne prévoit pas de limite d'âge contractuellement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas, vous arriverez toujours de toute façon à trouver un contrat qui vous permet de réaliser une addition ou des versements déductibles sur un PER, quel que soit votre âge. La vraie question, j'ai envie de dire, c'est de savoir si vous avez intérêt à le faire. Donc, parce que si c'est pour effectuer un versement déductible sur un PER, ce qui sera tout à fait possible, mais 2 ans après, ressortir les fonds qui seront refiscalisés pour le coup à un taux équivalent, l'avantage fiscal ou l'avantage tout court, quelque part, n'est pas très intéressant. Donc, si vous avez une logique donc, de versement déductible sur un PER, ce qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire que je ne vais pas toucher à l'épargne pendant un moment relativement long pour que cette épargne placée, donc cet avantage fiscal, quelque part généré, ce qui m'a permis de ne pas payer d'impôts ou de payer moins d'impôts, puisse avoir du temps pour générer des intérêts. Donc, dans ce cas-là, si vous ressortez, par exemple, 10 ans plus tard, ça peut avoir un intérêt. Et autre possibilité, même si on sent bien qu'on marche sur des œufs en termes de fiscalité, d'ailleurs, la fiscalité du PER en cas de décès est un peu pris pour cible actuellement, mais on sait bien que le PER, dans un objectif de transmission, est un produit de transmission absolument formidable. Pourquoi ? Parce que l'avantage fiscal à l'entrée, lorsque vous effectuez des versements déductibles, donc cette déductibilité de l'impôt sur le revenu n'est pas reprise pour les bénéficiaires au décès, il faut le savoir. Donc là, quelque part, ça peut être un réel avantage, y compris si vous êtes retraité ou si vous alimentez votre PER dans une logique, bien évidemment, de transmission. Donc voilà, il pourrait y avoir plusieurs possibilités pour alimenter le PER à la retraite, mais en tout cas, c'est possible de le faire et dans certains cas, ça peut être très intéressant, mais l'intérêt, c'est d'avoir une logique de long terme. Très bien, merci Natesh. Alors maintenant, une question de Lauriane qui demande si le PER est intéressant pour, donc toujours le plan d'épargne retraite, on est toujours sur la retraite, est intéressant pour un dirigeant de SASU, donc de Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. Lauriane, en fait, ce qu'il faut surtout vous poser comme question, alors c'est techniquement possible de le faire, évidemment, d'ouvrir un PER individuel et de l'alimenter en versement déductible. Ce qu'il faut surtout voir, c'est si vous êtes dans la cible du PER, c'est-à-dire si vous avez des revenus suffisamment importants, des revenus imposables soumis au barème de l'impôt sur le revenu, qui sont fortement fiscalisés. Et dans ce cas-là, le PER est intéressant pour vous. Le PER, en fait, la cible, pour revenir, vous savez, l'impôt sur le revenu, il y a un barème qui est progressif. Donc, mieux vous gagnez votre vie, plus le taux d'imposition marginal qui va s'appliquer sur les revenus les plus hauts va être important. Donc, on est à 11%, soit vous êtes non imposable, 11% la première tranche, 30, 41, 45. Bon, chez placementdirect.fr, on estime que le PER est réellement intéressant à partir de 30% de taux marginal d'imposition, ce qui vous apporterait comme réduction d'impôt 30% de votre versement. Lauriane, si vous êtes dans la tranche à 30%, aucun frein ou plus, aucun frein à effectuer l'opération.
Si vous êtes peu imposable ou pas imposable, le PER n'est pas spécialement intéressant. J'aurais tendance à vous dire de plutôt privilégier l'assurance vie qui est disponible à tout moment, hein. Le PER, il ne faut pas oublier que c'est un produit dédié à la retraite qui est indisponible hors cas particulier jusqu'à l'âge de la retraite. Voilà, Lauriane. Alors maintenant, on enchaîne avec une question de Vincent. Vincent qui demande à Natèche, pour un TNS, donc un travailleur non salarié, quelle est l'année de référence qui est prise en compte pour la détermination du plafond d'épargne retraite? Effectivement, on nous pose souvent cette question. Alors, effectivement, les TNS, donc les travailleurs non salariés, donc affiliés au régime de la sécurité sociale des indépendants, bénéficient donc d'une couverture sociale moins importante que le régime des salariés, notamment en termes de retraite, en contrepartie de cotisations sociales plus faibles. Donc, c'est notamment à ce titre que l'État lui permet d'épargner davantage qu'un salarié pour sa retraite, avec un plafond retraite dédié, en l'occurrence pour un TNS. Il faut savoir qu'il a deux plafonds. Donc, il y a le plafond que l'on peut considérer comme le plafond global à tout le monde, c'est-à-dire celui qui est mentionné sur votre avis d'imposition, qui vous permet de revenir, y compris sur les 3 dernières années non utilisées. Donc là, sur votre avis d'imposition, vous allez recevoir, donc fin juillet, début août, sera mentionné en dernière page vos plafonds d'épargne retraite, le plafond de l'année en cours et les rattrapages potentiels, donc des 3 dernières années. Si vous ne les avez pas utilisés entièrement ou partiellement, ça, c'est valable pour tout le monde, y compris pour le TNS. Donc, et le TNS, en plus, a son propre plafond qui se base sur les revenus professionnels de l'année en cours et qui correspond à 15% des bénéfices imposables, donc qui dépasse un PASS. Donc, un plafond annuel de la sécurité sociale. Et donc, ça, c'est un plafond supplémentaire. Donc, les plafonds mentionnés sur l'avis d'imposition sont basés sur les revenus professionnels de l'année N-1. Et pour le TNS, donc, il a ces plafonds-là, plus un plafond de l'année en cours, donc souvent estimé par le comptable en fin d'année, qui permet quelque part d'aller un petit peu plus loin en termes de plafond disponible pour le TNS. Mais ce plafond-là n'est pas mentionné sur l'avis d'imposition, donc il est calculé chaque année, et c'est pour cela que je vous invite à vous rapprocher donc de votre comptable pour qu'il vous aide à calculer le plafond de l'année en cours, bien évidemment dédié au TNS. Merci Natèche, c'est très clair. Alors, une question de Bénédicte maintenant qui demande, c'est une question qui n'est pas facile, qui demande à profil de risque équivalent ou identique, quel est le meilleur rendement ou l'espoir de meilleur rendement entre un PER et un contrat d'assurance vie? Alors, en fait, il y a 2 types de réponses que l'on peut faire sur ce type de question. La première, c'est si on regarde, nous, chez placementdirect.fr, par exemple, nos contrats assurés par Swiss Life, le contrat placement direct vie, donc multi-support, et le contrat PER placement direct, en fait, l'offre financière, à peu d'exceptions près, est identique entre les 2 contrats. Donc, vous pouvez tout à fait avoir la même allocation financière entre un PER et un contrat d'assurance vie, et donc potentiellement le même rendement ou le même potentiel de rendement sur les 2 contrats. Donc là-dessus, il n'y aurait pas d'écart. Après, ce que l'on peut voir, c'est sur la partie fonds en euros. Il y a des petites subtilités puisque le fonds en euros, vous savez, sur un fonds en euros d'un contrat d'assurance vie, les prélèvements sociaux sont retenus annuellement. Donc 17,2%, CSG, CRDS, etc. Ça, c'est retenu annuellement sur la participation au bénéfice, sur le rendement qui vous est versé. Alors que sur un PER, ce n'est pas retenu annuellement, c'est retenu uniquement à la sortie lorsque vous effectuez des retraits. D'ailleurs, en cas de décès, c'est également exonéré de prélèvements sociaux, la partie gain d'un PER. Donc là, ça peut créer un petit écart au profit du PER, puisque en fait, vous allez avoir une base de capitalisation pour générer des intérêts un peu plus importante, puisque les prélèvements sociaux ne sont pas payés au fil de l'eau. Donc ça peut créer un petit écart. Et puis derrière, ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est qu'à profil de risque équivalent, donc je prends un profil équilibré par exemple, entre l'assurance vie et le PER, selon votre âge, mais un PER, vous avez un horizon de retraite. Donc si vous avez un PER à l'âge de 40 ans, de 45 ans, vous avez potentiellement un horizon de 20 ou 25 ans, hors cas particulier pour une sortie anticipée. Donc c'est très long, alors qu'un contrat d'assurance vie, potentiellement, votre profil de risque sera sur un horizon un petit peu plus court, puisque la maturité fiscale d'un contrat d'assurance vie, c'est 8 ans. C'est au-delà de 8 ans qu'on commence à avoir une fiscalité encore plus douce, avec notamment des abattements annuels sur les gains pour un couple 9 200 € ou pour une personne seule 4 600. Mais donc, vous avez potentiellement un horizon un petit peu plus court. Donc, ça veut bien dire qu'à profil de risque équivalent, vous avez capacité sur un PER, en moyenne, à mettre un petit peu plus de risque dans votre contrat, parce que votre horizon est plus important, votre horizon d'investissement est plus long que sur un contrat d'assurance vie. Voilà, donc il peut y avoir à la fois exactement la même chose d'un côté, parce qu'on se dit, vous pouvez faire tout à fait la même allocation,
Mais vous pouvez vous dire que et prélèvements sociaux sur le fonds d'euro qui ne s'appliquent pas tout à fait pareil, et horizon d'investissement un petit peu plus long sur le PER versus assurance vie, cela peut générer un petit écart de potentiel de performance entre les deux contrats. Voilà, Bénédicte. Allez, on enchaîne maintenant avec une question pour Natèche, une question de gens qui nous demandent et qui demandent à Natèche comment se passe la liquidation d'un PER. Est-ce qu'il est possible en fait de retirer librement les fonds, fréquence comme en montant, de son PER, Natèche? Alors, là, si vous voulez, en l'occurrence, ça dépend bien sûr des contrats. Mais la plupart des contrats du marché vous proposent une totale liberté. Donc, dans les retraits, vous pouvez sortir bien évidemment en rente viagère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une innovation donc, depuis le PER, c'est que vous avez cette possibilité de sortir en capital, que ce soit en capital en une fois ou en capital fractionné, ou en plusieurs fois, de façon totalement libre. En une fois, il n'y avait pas intérêt parce que vous risquez d'être fortement fiscalisé. Donc là, vous êtes totalement libre en fait de sélectionner un petit peu à l'image de ce que vous pourriez faire sur un achat partiel d'un contrat d'assurance vie. Donc, et là, vous êtes libre de racheter partiellement votre PER selon vos besoins. Il faut juste voir et avoir des connaissances minimum qui sont prévues sur chacun des retraits d'un PER. Donc, par exemple, nous, sur le PER de chez placementdirect.fr, donc A2C assuré par Swiss Life, le retrait minimum est de 1 500 €. Et sur le PER de l'UMR, le retrait minimum est de 500 €. Donc, c'est la seule contrainte, c'est celle-ci. Mais sinon, vous êtes totalement libre de racheter à la fréquence que vous voulez pour un montant qui dépasse ces minimums-là que vous souhaitez. Très bien, merci Natèche. Alors, une question de Franck maintenant, qui est une question que l'on nous pose souvent. Vous avez été plusieurs à nous la poser. On a mis Franck, mais on aurait pu mettre au moins 4 ou 5 noms sur cette question-là. Qui nous demande s'il existe encore aujourd'hui un intérêt à investir en SCPI et si c'est le cas, quel SCPI sélectionner? Alors, c'est vrai que depuis 2022 et la hausse des taux d'intérêt dans le prolongement de la guerre en Ukraine qui a fait augmenter beaucoup l'inflation et donc les banques centrales sont intervenues, les marchés obligataires ont vu leur taux beaucoup progresser. Il y a eu un impact négatif sur la plupart des actifs, que ce soit les actifs obligataires par définition, les actifs également actions qui ont beaucoup souffert, et l'immobilier qui a toujours une corrélation assez forte avec les taux d'intérêt. Donc, certaines SCPI, 20 à 25% des SCPI du marché ont vu notamment leur valeur de part baisser dans les années qui ont suivi. Donc, ça a généré des potentiels moins-values pour certains épargnants. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est toujours pendant les crises que les écarts se font et c'est toujours pendant les crises qu'il y a des opportunités pour investir. Le marché était un petit peu déséquilibré, plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, ce sont plutôt les acheteurs qui avaient la main pour effectuer les opérations immobilières. Et parallèlement, il y a des nouvelles SCPI qui se sont créées dans cette période-là, un petit peu avant. Et encore aujourd'hui, on en voit qui se créent. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes en train de constituer votre patrimoine immobilier, alors que les prix ont baissé, vous avez potentiellement des bonnes opérations à faire et vous générez avec vos acquisitions la performance de demain. Et donc, chez placementdirect.fr, nous, on a identifié des SCPI comme ça de nouvelle génération, on pourrait dire, qui arrivent avec un bon market timing. Ça peut être un coup de chance, ça peut être une opportunité qui a été saisie suite à la hausse des taux. Et elles nous paraissent particulièrement intéressantes. Et deuxième point, c'est que beaucoup d'entre elles sont des SCPI également de nouvelle génération en termes de tarification. C'est-à-dire que ce sont des SCPI qui n'ont pas de frais d'entrée, alors qu'une SCPI classiquement retient entre 8 et 12% de frais d'entrée. Là, ce sont des SCPI sans frais d'entrée, alors qui ont un petit peu plus de frais de gestion durant la vie de la SCPI. Mais malgré tout, nous, on l'a tourné, on l'a simulé dans tous les sens. Quand vous économisez 8 à 12% à l'entrée, même s'il y a un peu plus de frais durant la vie de la SCPI, ça reste quand même beaucoup plus favorable sur un horizon long. Et donc, ces SCPI-là, qui en plus alignent mieux les intérêts de l'épargnant avec les sociétés de gestion, puisque automatiquement, s'il n'y a pas de frais d'entrée, il faut que la relation se passe bien au long terme pour que tout le monde y soit gagnant. Donc, c'est assez vertueux comme modèle. Donc, nouvelle SCPI de nouvelle génération qui ont un très bon market timing, une structure de frais plus light et qui nous paraît plus équilibrée, plus vertueuse. C'est quelque chose qui est très, très bien. Nous, chez placementdirect.fr, on en a en direct, ce type d'SCPI qui se retrouve encore assez rarement dans des enveloppes assurance vie épargne retraite, même si on les a également sur notre PER UMR. Mais ce sont 3 SCPI sans frais d'entrée, Iroko, Zen, Remake Live et Mistral Sélection que nous proposons en direct. Il y a des avantages, des inconvénients à avoir des SCPI en direct versus une enveloppe. Déjà, dans l'enveloppe, vous n'avez pas forcément accès à ces SCPI-là. Et puis en direct,
entre le crédit, du démembrement de propriété, un petit peu moins de frais également vous pouvez avoir, puisqu'il n'y a pas les frais de gestion du contrat qui s'appliquent, ou l'assureur, parfois l'assureur ne reverse pas tous les loyers. Donc voilà, il y a des choses à faire dans les deux cas, mais en tout cas, ce type de SCPI aujourd'hui nous paraissent intéressantes. Les anciennes souffrent de leur patrimoine immobilier un petit peu vieillissant et qui a subi de plein fouet la crise. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu plus mitigé sur ces SCPI avant crise et sur ces nouvelles SCPI qui sont en train de créer de la valeur future. On est plutôt assez favorable. Voilà. Alors maintenant, Natèche, une question de Francis qui vous demande comment calculer la réduction d'impôt sur un PER. Alors, mon cher Francis, le PER, en fait, c'est un avantage fiscal qui prend la forme d'une déduction d'impôt. Concrètement, un versement déductible d'un PER va vous permettre de réduire donc, votre revenu imposable. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va réduire votre base imposable, ce qui veut dire que l'économie d'impôt générée par un versement déductible sur un PER correspond à votre versement multiplié par votre taux marginal d'imposition, c'est-à-dire que le taux d'imposition auquel vous aurez dû être soumis ce versement. Je prends un exemple, j'aime bien prendre des exemples. Donc, vous êtes célibataire, vous avez 50 000 euros de revenus imposables. Vous faites un versement de 10 000 euros sur un PER. Donc, vous allez appliquer comme revenu imposable au barème non plus 50 000 euros, mais 40 000 euros. Donc, 50 000 euros moins 10 000 euros de versement. Donc, votre économie d'impôt est donc de 10 000 euros multiplié par le barème de l'impôt sur le revenu auquel ces 10 000 euros auraient dû s'appliquer. Donc, en l'occurrence, pour un célibataire, tout ce qui dépasse ou se rapproche des 30 000 euros est soumis à 30%, donc jusqu'à 80 et quelques mille euros. Donc là, les 10 000 euros auraient dû être soumis à 30%. C'est votre TMI, votre tranche marginale d'imposition. Donc, en fait, l'économie d'impôt, c'est 10 000 euros fois 30%, c'est-à-dire 3 000 euros. Et bien sûr, donc on estime que le PER est réellement intéressant que pour des adhérents dont le taux marginal d'imposition est de 30%, puisque sous 30%, donc on passe à 11%, et à 11%, on estime que vous n'êtes pas dans la cible du PER, que c'est insuffisant. Donc pourquoi? Je m'explique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le PER, donc l'épargne placée sur un PER, est indisponible jusqu'à l'âge légal de la retraite, donc potentiellement pendant très longtemps. Donc 11% d'économie d'impôt pour avoir une épargne qui sera refiscalisée à la retraite, il faut quand même avoir ça en tête, hein, mais qui est indisponible pendant 10, 15, 20 ou 25 ans, selon votre âge, ce n'est quand même peut-être pas, si vous voulez, suffisamment intéressant. Donc nous, ce que nous trouvons réellement intéressant, c'est un parti pris, c'est d'avoir un taux marginal d'imposition de 30%. Donc, pour un célibataire, c'est au-delà de 30 000 euros de revenus imposables. Merci, Natèche. Alors, maintenant, une question de Philippe. Une question là aussi qui nous a souvent été posée sur les fonds obligataires datés, les fonds à échéance. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui encore pertinents? Alors, c'est une très bonne question, Philippe. On en a beaucoup parlé chez placementdirect.fr des fonds datés suite. Là, on revient aussi à l'augmentation des taux d'intérêt suite à la guerre en Ukraine, donc 2022. Effectivement, les taux d'intérêt étant devenus intéressants beaucoup plus parce qu'on était dans un monde à taux zéro pendant très très longtemps, il était intéressant d'avoir des fonds datés, donc des fonds avec une échéance probable de liquidation du fonds. C'est-à-dire que vous allez avoir un fonds daté, par exemple, sur un horizon 2026, 2027, 2028, 2030. Ça vous permet quelque part d'avoir une forme de sérénité sur l'horizon, sur le risque pris, parce qu'en fait, quelque part, vous êtes beaucoup moins sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Tant que vous conservez les fonds jusqu'à la date prévisionnelle de liquidation du fonds, en fait, vous êtes peu sensible aux taux d'intérêt. Et donc, vous allez capter la hausse des taux d'intérêt, capter des rendements obligataires, du portage avec ce type de fonds. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui a beaucoup fonctionné, qui marche encore aujourd'hui significativement. Mais malgré tout, effectivement, on est autant il y a 2 ou 3 ans, on était très serein quant au potentiel des fonds datés. Et les fonds datés ont connu des performances très, très, très significatives avec une prise de risque relativement bien maîtrisée. Aujourd'hui, les fonds datés ont encore de l'intérêt. Par contre, la prise de risque est un petit peu plus importante à notre sens. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que le marché obligataire, les déficits notamment de certains États, de certaines entreprises, on sent bien, notamment aux États-Unis, que la petite musique de fond est un petit peu moins rassurante. On voit bien que peut-être on aura un pépin à un moment donné sur la dette parce que les niveaux d'endettement des acteurs économiques sont trop importants.
Et donc, il faut l'avoir en tête aujourd'hui. Les fonds obligataires datés, oui, mais avec une prise de risque qui est, à notre sens, un petit peu plus importante qu'il y a 2 ou 3 ans. Voilà, donc j'aurais tendance à vous dire, fonds obligataires datés, oui, mais à condition de prendre un horizon pas trop long. C'est-à-dire d'avoir un horizon peut-être à 2 ans, 2 ans et demi, mais pas beaucoup plus long. C'est-à-dire du 2027, pourquoi pas, 2028 au plus long. Mais après, au-delà de ça, quand même, on rentre dans une réelle inconnue quand même sur l'évolution et sur la tendance économique au global. Voilà, Philippe. Alors, on attache maintenant une question de Romain. On enchaîne assez vite parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Une question de Romain qui reparle là de SCPI, mais de SCPI dans le cadre de l'assurance vie et qui nous demande quelle est la fiscalité lors d'un retrait et comment les loyers sont-ils reversés sur les SCPI que l'on détient dans un contrat d'assurance vie, Natacha? Effectivement, Romain, plusieurs points intéressants dans votre question. Donc, des SCPI dans l'assurance vie, c'est vrai que ça peut être très, très intéressant. Nous, on les distribue de 2 façons chez Placement Direct. Donc, des SCPI en direct et des SCPI via l'assurance vie. Donc, des SCPI en direct, on a surtout des SCPI plus rémunératrices, plus performantes et surtout sans frais d'entrée, ce qui est encore très rare d'ailleurs en assurance vie. C'est pour ça que cela peut être très intéressant. Lorsque vous les détenez dans l'assurance vie, c'est la fiscalité donc lors d'un retrait et donc la fiscalité d'assurance vie qui s'applique. Donc là, quel que soit le support, que ce soit fonds en euros, unité de compte, obligations, actions obligataires ou SCPI, c'est la fiscalité de l'assurance vie. Donc, c'est l'enveloppe qui prime. Donc, après, les loyers, les intérêts des SCPI, les dividendes sont reversés sur votre contrat. Donc, généralement, dans la plupart des cas, les intérêts sont capitalisés sur les SCPI. Parfois, ils peuvent être reversés sur le fonds en euros. Donc, ça dépend des contrats. Ce qu'il faut bien regarder surtout, c'est la proportion des loyers reversés sur le contrat. Parce que tous les contrats, si vous voulez, ne reversent pas forcément 100% des loyers. Loin de là, le minimum est de 80%. Certains reversent 90%. Donc, nous, les contrats que nous avons avec Swiss Life et avec l'UMR, donc sur les CPI, nous reversons 100% des loyers et c'est donc un réel avantage. Parce que si vous avez 85% des loyers et un taux de distribution, par exemple, de 5%, il y a 75 centimes de loyer chaque année qui ne sont pas reversés, plus après les frais de gestion du contrat. Donc, ça fait un réel écart par rapport à une détention directe. C'est pour ça qu'il faut bien regarder des 2 côtés. Donc, les 2 solutions, donc en direct ou via l'assurance vie, peuvent avoir beaucoup d'intérêt. Donc, la fiscalité de l'assurance vie, ce qu'il faut retenir, et les loyers sont souvent capitalisés sur la même SCPI. Sinon, c'est reversé sur le fonds en euros. Regardez bien le taux de distribution des loyers sur le contrat. Selon les assureurs, le traitement des SCPI est plus ou moins avantageux. Donc là, il faut faire très attention. Et j'en profite aussi pour vous dire que chez placementdirect.fr, nous avons des SCPI donc, en direct de qualité. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Notre responsable immobilier, M. Gérino, sera ravi, bien évidemment, d'échanger avec vous. Merci, Natèche. Voilà, Romain, une réponse de Natèche. Alors maintenant, une question de Michel qui demande, c'est certainement une question à laquelle il est très difficile de répondre. Quid de l'évolution du dollar par rapport à l'euro? Cela impacte actuellement mes investissements outre-Atlantique. Alors, effectivement, depuis la réélection de Donald Trump aux États-Unis, on a vu la parité euro-dollar, donc le taux de change entre l'euro et le dollar, passer en début d'année quasiment la parité parfaite. On était à 1,03 et aujourd'hui, on est à 1,17. Donc, vous voyez, en quelques mois, le dollar a beaucoup baissé. Donc, c'est-à-dire que 1 euro aujourd'hui vaut 1,17 $, alors que c'était 1,03 il y a 3-4 mois. Donc, automatiquement, quand vous êtes investisseur européen, vous êtes investisseur en euros, mais que vous allez investir outre-Atlantique, vous subissez de plein fouet l'évolution de la parité entre l'euro et le dollar. Alors, ça peut vous rapporter si le dollar monte, et bien sûr, ça fait baisser la valeur de votre investissement quand le dollar baisse. Donc, ça a été le cas, il y a eu 15% d'écart depuis le début de l'année. Donc, automatiquement, ça joue sur vos investissements, sur vos fonds en dollars qui ne sont pas couverts, parce que certains fonds peuvent être couverts contre le risque de change. Généralement, ça coûte un petit peu de performance sur le fonds, mais c'est une couverture qui peut avoir du sens à une période où la volatilité sur la parité euro-dollar est très forte, comme c'est le cas actuellement. Sinon, vous êtes totalement pas couvert quelque part, donc vous êtes sensible pleinement à l'évolution de la parité. Et donc, ça peut vous être bénéfique comme ça peut vous coûter de la performance, voire beaucoup de performance. Donc, il faut bien l'avoir en tête.
Quant à se projeter sur l'évolution du dollar par rapport à l'euro, bon, c'est très, très compliqué. C'est certainement le plus difficile à prévoir. L'évolution des devises, très, très compliqué. On sentait bien que Donald Trump, de toute façon, faisait tout pour faire baisser le dollar et redonner un peu de compétitivité aux États-Unis de ce point de vue-là. Bon, voilà. Après, ça peut très vite repartir dans l'autre sens, quelque chose qui bouge très rapidement. Les paramètres sont très difficiles à déterminer et à anticiper. Donc, on ne se lancerait surtout pas sur des anticipations sur l'évolution du dollar par rapport à l'euro. Mais il faut bien avoir en tête, en tout cas, ces impacts-là potentiels lorsque l'on sélectionne un fonds, par exemple, sur la tech américaine ou sur des choses comme ça. Regardez s'il est couvert, pas couvert. Et se dire s'il n'est pas couvert, bah, en plus de mon risque propre aux actions, par exemple, américaines que j'ai sélectionnées, j'ai un risque sur la parité euro-dollar. Voilà, Michel. Alors, Nathalie, j'ai une question maintenant d'Alain Michel qui demande à quelles conditions on peut ouvrir un PER à l'âge de 77 ans. Alors là, effectivement, ça reprend un peu la première question sur le PER à la retraite. Donc, il n'y a pas de limite. Si on peut ajouter uniquement quelque chose, il n'y a donc pas de limite d'âge. Donc, pendant un certain moment, chez placementdirect.fr, on avait appliqué une mesure de prudence sur le PER. Donc, au-delà de 74, 75 ans pour un homme. En fait, le PERP, le BOFIP, avait une prudence sur l'acceptation en déductibilité des versements déductibles effectués sur un PERP à l'époque, donc le prédécesseur du PER. Donc, il demandait qu'il y ait au moins 15 ans d'espérance de vie pour que les versements puissent être considérés comme déductibles. Donc, en fait, on l'avait appliqué par mesure de prudence au PER. Finalement, il y a eu des retours de l'administration fiscale comme quoi il n'y avait pas de raison que cela s'applique. Donc, en fait, le PER n'est pas contraint en termes d'âge pour une acceptation des versements déductibles. Donc, 77 ans, si vous avez un intérêt, en tout cas, il n'y a pas de frein à ce que le versement soit considéré comme déductible. Et si le contrat le permet, bien évidemment, c'est tout à fait possible. Après, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'il y ait réellement un intérêt. Donc, il faut surtout que, si vous voulez, que vous ayez surtout un horizon. Parce que si c'est pour ressortir 2 ans après, il n'y a pas forcément d'intérêt. Ça peut être un coup d'épée dans l'eau. Très bien. Merci, Nathalie. Alors, une question de Pascal qui nous pose une question sur le fonds d'euro. On n'en a pas encore beaucoup parlé. On a un peu parlé des prélèvements sociaux sur le fonds d'euro, mais pas vraiment de son potentiel. Qui nous pose une question sur le rendement de base du fonds d'euro chez Swiss Life et qui nous dit que le marché a fait beaucoup mieux en 2024. Alors, chez Swiss Life, le taux de base l'année dernière sur nos contrats, que ce soit l'ancien contrat d'Argeling, le contrat placement direct vie ou le contrat, le PER placement direct, c'est l'actif général derrière de l'assureur qui correspond à ce fonds d'euro-là. Il a fait 1,90 en taux de base. L'année d'avant, il avait fait 1,70. Donc, il a monté de 20 centimes. Le marché est resté flat. N'a pas bougé, la moyenne du marché du rendement du fonds d'euro. Mais effectivement, le taux de base de Swiss Life est inférieur au rendement moyen du fonds d'euro du marché, puisque le marché était à 2,60 l'année dernière comme en 2023. Nous, on l'a fait progresser de 20 centimes, mais le taux de base n'a jamais été performant chez Swiss Life sur l'actif général parce qu'en fait, il y a un bonus de rendement, il y a même plusieurs niveaux de bonus de rendement selon votre quote-part en unité de compte. Vous avez des bonus au-delà de 40% d'unité de compte, au-delà de 60% d'unité de compte, et même quand vous avez plus de 250 000 euros d'actifs confiés à l'assureur, il y a un bonus qui s'applique de 20 centimes, donc ce qui permettait d'aller jusqu'à 3,45% l'année dernière, donc très largement au-dessus du rendement moyen. Mais on est vraiment dans une compétition où le taux de base chez placementdirect.fr, il était plutôt très bon sur le contrat placement direct Euro Plus qu'on avait lancé il y a 2 ans, où là, on avait fait 3,60 et qui là est un contrat 100% fonds d'euros. Donc, c'était plutôt là-dessus qu'on était compétitif. Sur la partie multi-support, vraiment, on est compétitif sur un contrat qui est diversifié avec des unités de compte et où on peut activer des bonus. Sinon, on ne l'est pas beaucoup. Quant à une projection sur le rendement futur, c'est très compliqué. C'est encore un peu tôt. Pour essayer d'avoir une vision un peu plus fine de l'évolution. Très certainement, on s'oriente vers un rendement stable ou légèrement négatif de 10 ou 20 centimes en moyenne sur le marché. Après, ça dépendra contrat par contrat. Pourquoi? Parce que les taux obligataires derrière, vous savez, un fonds d'euro, c'est à peu près 75-80% d'actifs obligataires. Donc, c'est très sensible au taux puisque c'est les coupons qui servent à alimenter le rendement essentiellement. Et donc, on peut anticiper un petit peu une réduction du rendement du fonds d'euro parce que les taux obligataires dans l'ensemble sont plutôt orientés un petit peu à la baisse, même si ça évolue assez peu, mais un petit peu à la baisse depuis quelques mois. Et puis surtout, vous avez en face des produits
concurrentiel du fonds en euros, qu'on le veuille ou non. Hein, le livret A est un concurrent du fonds en euros, même si ça n'a rien à voir, qui est passé à 2,40 1er février, qui pardon, pourrait bien passer à 1,70 au 1er août. Alors là, on est net de tout, puisqu'il n'y a pas les prélèvements sociaux qui s'appliquent. Mais on voit bien qu'on est sur une tendance baissière quand même sur les rendements garantis sur les produits bancaires. Donc, le fonds en euros se compare toujours à ce type de produit-là. Donc, ça ne m'étonnerait pas quand même qu'on soit sur une légère tendance négative. Et puis, en face aussi, pourquoi le livret A baisse? C'est parce que notamment l'inflation baisse beaucoup. Donc, ce qu'il faut toujours regarder, c'est non pas le rendement brut de votre épargne, c'est le rendement réel de votre épargne. C'est-à-dire le rendement diminué de l'inflation. C'est ce que vous avez réellement gagné, ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Donc, certainement, un petit peu de baisse sur le rendement du marché. Et en moyenne, sur les contrats, ça devrait être ça. Mais contrat par contrat, il peut y avoir des bonnes surprises, évidemment. Voilà, Pascal. Alors, on attache une question, Jean-Louis, qui demande, lors d'un rachat partiel sur un contrat d'assurance vie, comment se fait la répartition entre les supports? Alors, Jean-Louis, il faut savoir que lorsque vous faites un rachat partiel de votre contrat, c'est vous qui sélectionnez, si vous voulez, les supports que vous souhaitez, bien évidemment, racheter. Par exemple, si vous avez du fonds en euros, des supports unités de compte que vous souhaitez racheter, 10 000 euros sur votre contrat qui fait 50 000 euros donc, sur le fonds en euros. Donc, 50 000 euros sur des unités de compte. Sur les 10 000 euros, donc vous allez choisir le support que vous souhaitez racheter. Donc, vous pouvez très bien racheter 10 000 euros sur le fonds en euros ou 10 000 euros sur telle unité de compte ou plusieurs supports. Donc là-dessus, vous êtes totalement libre. Automatiquement, ce qui va se passer, si vous rachetez 10 000 euros sur le fonds en euros, ça va venir augmenter la quote-part d'unité de compte de votre contrat puisque vous avez racheté du fonds en euros. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que ça va peut-être déséquilibrer, si vous voulez, la répartition initiale que vous aviez prévue. Donc là, vous pouvez très bien racheter prorata de toutes les lignes de votre contrat pour respecter l'allocation et le poids de chacune des lignes initialement investies. Sinon, vous pouvez très bien choisir, vous pouvez racheter un support ou une partie d'un support en particulier, ce qui est généralement confortable. C'est souvent quand même d'effectuer un rachat partiel à partir du fonds en euros, puisque vous n'allez pas avoir d'aléas de marché. Donc, le fonds en euros est garanti en capital à tout moment, ça on le sait. Donc, entre le moment où vous appuyez sur le bouton et le moment où le rachat est exécuté, il peut se passer quelques jours. Donc, si vous êtes en période de turbulence un peu sur les marchés, ça peut générer potentiellement un écart de valeur en votre défaveur. Donc, avec le fonds en euros, vous ne prenez pas ce risque-là. Donc, quelque part, c'est peut-être un petit peu plus confortable. Ça, c'est un conseil personnalisé qu'on pourrait vous donner, bien évidemment. Sinon, c'est tout à fait possible également de le faire sur des supports unités de compte. Il n'y a aucun problème, j'ai envie de dire. Très bien. Merci, Natèche. Eh bien, je crois que c'était le mot de la fin. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Natèche, de votre participation. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous poser d'autres questions. Nous serons ravis de pouvoir y répondre. Et puis, j'espère que ce format, hein, c'est la troisième fois, je crois, qu'on fait ce format questions-réponses qui généralement vous plaît bien. J'espère que ça a encore été le cas aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, merci beaucoup, Natèche. Et puis, n'hésitez pas aussi à retrouver en replay sur notre chaîne YouTube ce webinaire dans les prochains jours. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt.